que c'est exactement la psycho-oncologie? C'est la prise en charge de toute la souffrance psychique qu'un patient peut expérimenter, mais pas que le patient, sa famille et aussi les soignants. Est-ce qu'il y a des psycho-oncologues au Maroc? Si on a le bon déclic, on provoque le changement. Comment changer la représentation de la psychologie, de la psychiatrie au Maroc, qui est encore très tabou? Donc pour vendre, on va faire peur aux gens. Utiliser la vulnérabilité des gens pour avoir une emprise et les transformer en des objets et les rassurer de façon fausse est tout à fait contraire à l'éthique. Et c'est dramatique. Bienvenue à Déclic. Déclic, nouvel invité, nouvel épisode et nouveau déclic. Chère communauté de l'ODJ TV et également de notre web radio R212, les Marocains du monde. Aujourd'hui avec moi, un nouvel invité passionné, très passionné. Monsieur Randali, Monsieur Wadi Randali. Psychiatre, psycho-oncologue et bien plus. On va voir tout ça avec lui. Il a choisi de nous parler d'une démarche, d'une combinaison efficace, positive, qu'il utilise au quotidien dans son travail avec les gens qui l'accompagnent. Le bon questionnement, la simplification et le stress positif. Plus exactement, la transformation du stress. Wadi, bonjour et bienvenue à Déclic. Bonjour Sophia, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie d'avoir répondu présent. Bienvenue dans ce studio et bienvenue à l'ODJ, l'opinion des jeunes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours, ton actualité, tes projets et surtout de ta passion, de ta vision, de tout ce que tu fais. On a eu la chance aujourd'hui, on a pris le temps de discuter en off, de bien discuter. Et j'ai ressenti beaucoup de passion. Je l'avais déjà ressenti sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on s'est, on va dire, rencontrés, n'est-ce pas? Donc, je vais te présenter comme il le faut, Dr Wadi Randali, spécialisé en psycho-oncologie, reconnu donc pour ton expertise en psychiatrie et en neurosciences. Aujourd'hui, tu accompagnes des patients confrontés à la dépression, l'anxiété et le burn-out. Tu adoptes une approche holistique pour favoriser leur bien-être mental et je t'en félicite. Nous avons besoin d'innovation dans ce domaine, la santé mentale. En plus de la pratique clinique, tu es chercheur actif qui contribue à des publications sur des sujets tels que l'art-thérapie, que tu utilises également dans ton travail. L'art-thérapie chez des patients en soins palliatifs atteints de cancer avancé. Tes travaux ont été cités plusieurs milliers de fois et reflètent ton influence significative dans le domaine de la psychiatrie et des enjeux psychosociaux liés au travail. J'ai appris aujourd'hui que tu avais envie de partager ton savoir-faire, beaucoup, de participer au changement positif. Est-ce que je t'ai bien présenté? Parfaitement. C'est vrai? Parfaitement, extraordinaire. Tu es satisfait? Ah oui, oui. Je pense que c'est effectivement assez concis et en même temps, je ressens dans tes mots la passion qui m'a animé, qui m'a porté pendant toutes ces années pour arriver aujourd'hui à cette expérience, cette expertise et aussi cette légèreté dans mon travail au quotidien. Cette légèreté, je l'ai sentie. Je reparle donc du mot passion, c'est ce que j'ai ressenti. Sur les réseaux sociaux, on va en parler également parce que tu es très dynamique, avec des podcasts, avec beaucoup de générosité, du partage. Les podcasts sont très bien faits, ça s'appelle « Mieux dans ta tête, mieux dans ta vie ». Tu vas nous en parler également. Je vais commencer par une première question. Qu'est-ce que c'est exactement la psycho-oncologie ? Alors, la psycho-oncologie, je te remercie pour cette question parce que c'est une discipline qui malheureusement est encore peu mise en avant. D'accord. Comme tu le sens, comme tu l'as perçu, hein, moi effectivement j'adore mon travail et j'ai commencé dans mes premières années de psychiatrie à m'intéresser finalement aux zones un petit peu d'ombre, celles qu'on n'avait pas investies. Beaucoup de particularités, beaucoup de maladies psychiatriques sont reconnues et suivies. Si on prend la question de la cancérologie, 100% des patients qui vont avoir malheureusement l'expérience du cancer vont passer par une phase de stress.
Tout le monde sera d'accord sur ce point-là. Et pourtant, très peu vont bénéficier d'une prise en charge de cette partie-là. Il y a eu des études assez récentes, qui depuis une quinzaine d'années, ça a commencé, mais depuis une dizaine d'années, qui ont montré que la prise en charge des symptômes psychiques améliorait l'efficacité des traitements spécifiques, Très comme bien. la chimiothérapie, la radiothérapie ou les autres éléments. Et donc, la psycho-oncologie, c'est la prise en charge de toute la souffrance psychique qu'un patient peut expérimenter, mais pas que le patient, sa famille et aussi les soignants, face à ces situations qui parfois peuvent se répéter et difficiles. Donc c'est la prise en charge de toutes ces difficultés avec effectivement donc une connaissance propre à la pathologie cancéreuse. Un psychiatre ou un psychologue qui n'a pas les connaissances nécessaires ou en tout cas la capacité à discuter avec un oncologue ne va pas pouvoir prendre en charge les patients. Et donc il faut prendre le langage de l'oncologue pour pouvoir mieux les accompagner et faire bénéficier aux patients des prises en charge qui sont intégrées. Vraiment, c'est une prise en charge intégrative. Je travaille à ce moment-là, main dans la main, avec l'oncologue. Alors, je te remercie pour cette explication très claire. Et je t'ai posé la question parce que, effectivement, c'est très important d'accompagner le malade, le patient et sa famille, ses proches, qui sont tous dans un schéma de souffrance, donc de stress, et ils ont besoin pas seulement de traitement, mais aussi d'accompagnement pour pouvoir mieux vivre cette période. Et je témoigne moi-même de cela puisque j'ai des proches qui sont dans cette maladie, qui souffrent de cette maladie. On souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes de ce monde et de notre pays également. Et j'ai senti moi-même le besoin d'accompagnement pour eux et pour nous les proches. Et donc, si j'ai bien compris, neurosciences, oncologie, psychiatrie, psychologie, liées pour donner cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des psycho-oncologues au Maroc? Alors malheureusement, il y a des psychologues qui interviennent en oncologie, mais il n'y a pas de psycho-oncologue, puisqu'il n'y a pas encore de formation au Maroc pour ce qu'on appelle la psycho-oncologie. Donc j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes qui travaillaient dans des centres d'oncologie, et l'absence des connaissances nécessaires fait que ça les met dans une situation de grande souffrance. Et j'aspire effectivement aujourd'hui, malheureusement au Maroc, je le dis vraiment malheureusement parce que ce n'est pas un privilège pour moi d'être le seul psychiatre ou psycho-oncologue au Maroc. Et j'espère pouvoir former dans les années à venir de nombreuses personnes pour qu'ils puissent aussi accompagner toutes les personnes, toutes les familles qui sont dans ces situations, parce que le traitement, l'accompagnement est très simple quand vous avez les connaissances. Et il enlève une telle partie. Quand vous regardez le coût d'une chimiothérapie, de la radiothérapie, il est, c'est vrai, très élevé. Oui. Mais cet accompagnement-là, il est peu onéreux, puisqu'effectivement, il prend surtout du temps et des connaissances. D'accord. Effectivement, tu ne peux pas, à toi seul, couvrir tous les besoins qui existent dans notre pays. Donc, ça serait bien qu'il y en ait plus. Alors, je vais te citer, si tu me le permets, les yeux qui brillent, le cœur qui bat pour son métier. Être psychiatre, c'est bien plus qu'un travail. C'est une vocation. Chaque histoire, chaque progrès, chaque sourire retrouvé me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Taguer quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en l'espoir et l'entraide. C'est toi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous parler de ton déclic? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi tu fais ça, Wadie? Alors, rien que je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, finalement, ça faisait un petit moment que j'avais écrit ce texte, on a les larmes aux yeux, tu vois. Et parce qu'effectivement, ça me... Moi, j'ai lu beaucoup de ce que tu as écrit et ça m'a parlé, je l'ai donc gardé. C'est parce que cette souffrance, elle n'est pas justifiée. C'est pour ça, en fait, que je suis là. Le déclic, en fait, c'était de voir tant de personnes, tant de familles, en fait, qui exprimaient, en fait, cette espèce de labyrinthe de recherche permanente, de souffrance, avec des questionnements qui sont extrêmement importants, intenses, mais en même temps d'une simplicité. Parce que tout le monde est confronté à ça. Et à un moment, quand j'ai réalisé, la première fois que j'ai réalisé, c'était en fin d'études, une personne qui m'a demandé de l'accompagner, puisque elle avait un cancer en phase avancée, et ses filles venaient et elles restaient à l'hôpital à regarder les perfusions passer.
Et je leur ai proposé de peindre, de faire un atelier, de passer un moment ensemble. Elle avait 2 filles, donc avec sa plus petite, puis avec sa plus grande. Et là, c'était un déclic pour moi de réaliser le fait que l'art que je faisais, naturellement, mais à l'extérieur de mon travail, moi j'étais très dans cet aspect scientifique, à quel point en fait ça soulageait. Et à partir de là, j'ai commencé moi à me poser des questions sur les différentes approches, que ce Très soit bien. l'art-thérapie, que ce soit la respiration, que ce soit le rire, que ce soit tous ces éléments-là. Et ça a été un tel succès, une telle efficacité que je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. Excuse-moi. Ah, je t'ai émue. Bah ouais, mais parce qu'effectivement, c'est pour ça en fait que je fais ça. Chaque Mais jour quand je me lève, et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai appris, plus de le délivrer à un seul patient après l'autre. C'est de pouvoir le partager avec le plus grand nombre, avec le plus grand nombre de soignants, pour qu'on puisse faire vraiment ruisseler tous ces savoirs que j'ai récupérés un peu des États-Unis, de l'Inde, de la Suisse, de la France, du Maroc, et d'offrir tout ça. ouais, bravo. Parce que quand on partage son savoir-faire, quand on sème ses graines, d'abord on récolte beaucoup chez les autres. On le voit quand les autres sont mieux et quand ils arrivent à identifier leurs pistes d'amélioration. Et puis nous aussi, on grandit grâce à tout ça. Tout à fait. Énormément. Et si on peut maintenant parler de l'aspect art-thérapie, parce que je sais que cet outil aussi est présent dans ton quotidien, dans ton travail. Rapidement, pourquoi et comment, où tu as appris tout ça? Les mots, c'est le principal outil de communication de notre société. Mais finalement, il crée une C'est pas certaine... moi qui vais dire le contraire. J'en suis sûr. Mais en même temps, même toi, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, c'est que parfois, ils peuvent créer une limite. Et qu'il faut peut-être parfois mettre Accompagner. l'émotion, Ouais, que ce soit par le rire ou le c'est cri, ça. mais aussi, des fois, par d'autres approches, que ce soit de la danse, du chant, du dessin. Et rapidement, De l'écriture. de l'écriture. J'ai réalisé que dans les approches thérapeutiques conventionnelles pour lesquelles j'avais été formé, je crée une limite à mes propres patients. Et je me suis dit, regardons ce qui se passe ailleurs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter un institut à Londres, le Cicely Sander Institute, qui est un établissement qui prend en charge les patients en phase palliative. Et D'accord. là, j'ai découvert l'art-thérapie. Je devais avoir 25 ans et je me suis dit, mais extraordinaire le potentiel. Donc je me suis formé à l'art-thérapie en France et ensuite j'ai pu la pratiquer régulièrement. J'ai complété mes formations auprès de grands art-thérapeutes au Canada et aux États-Unis Bravo. et je l'ai utilisé de façon très régulière. Et encore aujourd'hui dans mon cabinet, il m'arrive de l'utiliser au quotidien avec des patients. Ça permet d'un coup, quand on sent que la situation est trop intense, d'ouvrir une autre voie et de faire sortir les choses autrement. Je te félicite parce que tous ces outils, j'y crois beaucoup. J'essaie également à mon niveau de le faire avec la thérapie du rire pour le bien en corporate, pour le bien-être au travail, etc. Je te félicite parce que en fait, c'est innovant. L'art-thérapie, dans un contexte différent de la santé, on connaît. Mais quand on utilise ce genre d'outils dans la santé, c'est innovant. Chez nous, c'est encore innovant. Et c'est un très beau message. Et on doit aujourd'hui aller vers l'innovation. On a parlé de résistance en off. Est-ce que la résistance, c'est quelque chose de... C'est un frein ou ça peut, on va dire, nous permettre aussi d'être dans la créativité et l'innovation, aller chercher au-delà de tout ce qu'on fait pour pouvoir justement accompagner ce changement et y participer? Alors, pour moi, la résistance, c'est de l'énergie qui s'accumule. Je ne vois jamais les choses de façon négative. Bravo. Je vois toujours la lumière. La résistance, c'est une énergie qu'on accumule et si on prend une activité qui est assez éloignée, qui est le judo, il faut récupérer cette énergie plutôt que de la contrer. Et la résistance est l'énergie qui s'accumule et si on a le bon déclic, on provoque le changement. Ah, ça, j'aime bien. Je ne l'ai pas fait à l'intro, ça me rappelle qu'on est bien à déclic. Je suis d'accord. La résistance peut paraître énorme, mais en fait, si on ne fait pas de confrontation, elle peut nous amener vers l'avant. Absolument. On va parler de ton actualité et aussi de tes réseaux sociaux. Tu pourras nous dire à cette caméra que tu as en face de toi où les gens pourront te suivre, notre communauté, la mienne, celle de l'ODJ, celle de Sophia et la tienne.
Bon, alors les gens te suivent déjà dans ta communauté. On peut te suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ton actualité, est-ce que tu veux parler de quelque chose? Tu as participé à quelque chose? J'ai vu une application, si tu peux en parler. Bien sûr. Je crois que l'application dont on va parler, qui s'appelle Tifinagh Express, c'est une Voilà. application qui permet d'apprendre l'alphabet Tifinagh en moins d'une heure, ce qui est assez innovant et exceptionnel. La majorité du temps, les formations prennent 2 jours pour permettre d'apprendre cet alphabet. J'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle, qui est ma femme, et qui m'a sensibilisé à la question de la culture amazigh. J'étais un grand ignorant. Et pour pouvoir diffuser et revitaliser une langue, le processus d'apprendre à lire et à écrire est un élément crucial. 95% de la population amazirophone aujourd'hui est analphabète dans leur langue natale. Et donc on s'est lancé ce challenge de pouvoir distribuer une application gratuite, sans pub, et qui permette aux gens, en moins d'une heure, de se réapproprier leur Bravo. langue. Donc ça, c'était effectivement un des projets sur lesquels j'ai pu participer. Tifinagh Express. Tout à fait disponible sur le Play Store, l'Apple Store, et vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou sur Facebook, le compte Tifinagh Express qui décrit un petit peu l'histoire de cette application et aussi son utilisation optimale. Très bien. Ça donne envie d'inviter ton épouse à un prochain déclic. J'ai vu qu'elle était dynamique également, passionnée, pour parler davantage de cette application qui a été créée avec la neuroscience. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça? Absolument. Donc, on la salue au passage. Mariam, c'est ça. Tout à fait. Et en fait, en parlant de neurosciences et d'art-thérapie, de notre thématique du jour, cette combinaison qui est le bon questionnement, la simplification et la transformation du stress, ça me parle. Et je voudrais faire passer un message. Ces outils, on peut les utiliser dans tous les domaines. Absolument. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'y crois. Absolument. J'ai rencontré il y a quelques mois un collaborateur aujourd'hui précieux qui s'appelle Anis Guerras et qui est spécialisé dans la question du neuromarketing. Quand je parle de neuromarketing, beaucoup de personnes se disent mais qu'est-ce qu'il veut vendre? Rien. C'est comment utiliser le marketing pour pouvoir promouvoir des messages qui sont de bonne qualité Bravo. et qui peuvent sauver des vies. Mais merci. Des messages de bonne qualité. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et donc, tout le travail que je fais depuis plusieurs mois maintenant, c'est d'éveiller la conscience des gens sur des problématiques qui sont internes, mais aussi les sensibiliser au fait que la grande partie des solutions est déjà en eux. Si vous vous posez la bonne question, plutôt que chercher la bonne réponse, dans la bonne question, vous avez la moitié de la réponse. Si vous acceptez de regarder le problème complexe de façon plutôt fragmentée, Einstein disait que si les choses nous paraissent compliquées, c'est qu'on ne les a pas encore bien comprises. La complexité, c'est une somme de choses simples. Et enfin, plutôt que d'être sidéré par le stress, c'est de l'utiliser comme une énergie de mobilisation. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien pour éveiller les consciences sur la force de chaque individu et la force du collectif. Bravo. Est-ce que je peux t'inviter à regarder ta caméra Bien sûr. et de nous faire un petit récap de cette combinaison, puisque à Déclic, on parle de réussite professionnelle, de développement professionnel, également de développement personnel. Chacun de mes invités vient partager avec nous ses leviers, ses clés, les soft skills qu'il utilise et qui donnent des résultats innovants en général et qu'on a envie d'introduire aujourd'hui dans tous les domaines professionnels, ici dans notre cher pays, le Maroc. Je t'invite à t'adresser à ta caméra et à nous faire un petit récap de cette combinaison, donc simplification, transformation, stress et le bon questionnement. Alors, d'abord, effectivement, je crois que pour changer, c'est l'art de se poser la bonne question. C'est-à-dire, je vais vous commencer par un exemple. Un manager qui dit « Pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs ?» S'il pose la question en disant « Quels sont les 3 éléments, à votre avis, qui font que nous n'avons pas atteint nos objectifs ?» Il ouvre le débat. Donc, plutôt que de rester à la recherche de la bonne réponse, prenez le temps de formuler correctement la question. Ce que je fais quotidiennement en thérapie. Quand les gens me disent « Pourquoi je suis comme ça ?» Je leur dis « À votre avis, quels sont les 3 éléments, 5 éléments, quelles sont les raisons qui vous empêchent de changer ?» Ça, je pense que c'est crucial. Et on passe souvent, on est focalisé par la réponse, le résultat. Prenons le temps de se poser la question correctement. Le deuxième point, c'est que ce qui semble des fois compliqué,
et en fait une somme de choses. Prenez le temps de regarder l'objet, de le fragmenter. On ne gravit pas une montagne en un saut. On la gravit et pas par pas. C'est la même chose. Au lieu de me dire, je voudrais être en bonne santé, essayons de nous dire, je vais essayer de marcher 1 kilomètre tous les jours. Aller vers la solution. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on sort de l'état de sidération qui est généré par cette impression de complexité et c'est impossible, j'y arriverai jamais. À ce moment-là, effectivement, le changement commence. Et enfin, souvent, en majorité des cas, avant de venir ici, je ressens un stress. Un stress qui, effectivement, peut se transformer en sidération si je le laisse prendre le contrôle sur moi. Si par contre, je l'invite, que je le ressens, que je prends quelques minutes pour respirer, que je n'ai pas peur de moi-même, à ce moment-là, ce stress devient un vrai mobilisateur. Je prendrai la comparaison, le stress, je le compare souvent à l'essence. L'essence, elle peut allumer et tout brûler. Mais par contre, elle peut, si elle est bien utilisée, vous amener très loin. Merci beaucoup. J'adhère à 100%. On parle le même langage et je vais prendre cette belle combinaison moi-même et je vais l'appliquer tous les jours. Merci Wadi. Alors, cette combinaison dont tu parles aujourd'hui, ces outils, ces soft skills, sont utiles pour les professionnels et pour les étudiants, même dans un cadre dans la vie étudiante, et pour les professeurs, les accompagnateurs, les coachs. Et c'est pour ça que j'aimerais parler de quelque chose avec toi. C'est lié, hein. Alors récemment, j'ai fait un petit coup de gueule, ça m'arrive pas souvent parce qu'en général, je suis dans la communication positive, même quand j'ai envie de faire passer un message un petit peu lourd, on va dire, je le formule de manière positive. J'ai fait un petit coup de gueule sur LinkedIn, sur la plateforme LinkedIn, on est présents tous les deux dessus, et j'ai parlé de ce qu'on appelle en fait cette technique qu'ont certains accompagnateurs qui se base sur la peur. Donc, le fear-based selling. Donc, pour vendre, on va faire peur aux gens avec des « tu n'arrives pas à faire ci ou ça, je suis là ». Comme sauveur. Tu as peur de, tu risques de perdre ça et ça. Imagine ce qui pourrait t'arriver si tu as un sérieux souci avec. Alors, ça, ce sont des méthodes d'abord très anciennes. Et ensuite, dans notre métier d'accompagnateur, je trouve que c'est totalement opposé à l'éthique de nos métiers. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, le dernier mot que tu as utilisé, qui est le fondement de l'accompagnement, c'est l'éthique. C'est ça. Et utiliser la vulnérabilité des gens pour avoir une emprise et les transformer en des objets et les rassurer de façon fausse est tout à fait contraire à l'éthique. Et c'est dramatique, puisque je pense même, au-delà de l'effet négatif que ça peut avoir sur les accompagnants, que ça a un effet extrêmement négatif sur les personnes qui l'utilisent. Moi, j'invite souvent les gens à penser, est-ce que vous décidez de ne pas passer au feu rouge parce que vous avez peur d'avoir une amende ou parce que ça peut sauver une vie? Et je crois qu'au final, comme tu le dis, c'est des méthodes déjà ancestrales. Et j'aspire à ce que les gens prennent conscience, comme une forme de red flag. Si la personne me fait ressentir de la peur et qu'elle veut vendre son produit vite, c'est qu'il y a une anguille sous roche. Et de plutôt sentir l'amour, la bienveillance, l'aspect positif avant effectivement de rentrer dans des démarches de ce type-là. Exactement. Je te remercie. Ce sont des méthodes, sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis. Donc, pour moi, ça reflète un manque de recherche, d'implication, d'effort. Et c'est nuisible. Autant pour la personne qui va tomber dedans. En général, ce sont des personnes un peu fragilisées, à un moment d'urgence, de désespoir. Et aussi le professionnel, entre guillemets, qui utilise ce genre de choses, eh bien, c'est quelqu'un qui ne va pas se développer. Et quel que soit le niveau de notre professionnalisme, de nos études, de nos certificats, de nos diplômes, on a besoin de se renouveler et de travailler là-dessus. Et j'y ai pensé parce que je trouve que ta combinaison est liée à ce genre de choses. Voilà, c'est ta combinaison, c'est une combinaison bienveillante. Absolument. À 100%. On va parler de tes projets. Est-ce que tu as des projets à moyen et court terme que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui à Déclic? Tout à fait. Alors, je crois qu'il y a 2 projets que j'aimerais partager avec vous. D'accord. Vous allez voir, ils sont en phase avec tout ce qu'on a discuté. Le premier, c'est de pouvoir vraiment développer
l'utilisation des réseaux sociaux comme un outil de pédagogie. D'accord. Et donc, j'ai préparé, comme tu disais, c'est toute cette série qui s'appelle Mieux dans ta tête, mieux dans ta vie, avec des toutes petites informations bien présentées et qui puissent faire écho à tout le monde et qui puissent être surtout partagées. Ce que vous pouvez trouver, donc on en parlait tout à l'heure, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. C'est mon prénom Wadi avec mon nom de famille Rondali et c'est exclusivement dédié à ces messages. Ça, c'est un projet pour moi fondamental. C'est comment changer la représentation de la psychologie, de la psychiatrie au Maroc, qui est encore très tabou. Encore des fois, les gens, ils n'osent pas dire, on vous dit souvent. Il faut le dire, c'est vrai, c'est encore tabou. On dit, va voir un dentiste, va voir un mécanicien. Mais quand on vous parle d'un psychiatre, on dit, va voir quelqu'un. Ben, ma mère, quand je lui disais que j'allais travailler effectivement sur ce, elle me dit que tu es neurologue, c'est mieux, les gens n'ont pas peur. Et je dis, mais j'entretiens la stigmatisation et le tabou. Donc mon premier objectif et projet à moyen terme, c'est de pouvoir multiplier aussi des échanges, des collaborations comme celle-ci pour sensibiliser encore plus largement la population marocaine et leur offrir changer ces la mentalité portails-là. à ce Absolument. niveau. Voilà. Et j'espère que par la suite, j'ai rencontré déjà quelques partenaires institutionnels, dont certains qui travaillent au sein du ministère de la Santé, de pouvoir proposer des interventions à la radio, à la télé, sous la forme d'antennes ouvertes pour que les gens puissent appeler et progressivement en parler, se libérer de ce tabou. Ça, c'est vraiment, je dirais, le projet le plus important dans lequel je vais me consacrer sur les prochains mois et probablement années. On te souhaite beaucoup de réussite parce que c'est un remercie. projet noble dont on a besoin. Tout à fait. Et l'autre projet dont on a aussi un peu parlé, c'est de travailler sur la formation de tous les oncologues du Maroc, sur des éléments de communication, rattraper ce qui n'a pas été fait. Il existe le diplôme d'oncologue au Maroc a été créé en 2004. Depuis, on a eu de nombreux oncologues qui sont formés, qui sont excellents. Franchement, on n'a rien à redire. Je les félicite. Le niveau que j'ai pu voir dans les différents établissements où j'ai travaillé est tout à fait comparable à ce que vous retrouvez dans les plus grandes institutions à Paris, à Houston. Ça, on ne discute pas. On est fiers de ça. Et on a Vraiment. reçu d'ailleurs dans notre premier épisode une oncologue, nutritionniste. Exactement. On salue au passage. Que je connais bien et que je félicite pour effectivement son approche holistique. Voilà, Dr Wafa Alam. Exactement, moi aussi je la salue. Et mon objectif, c'est de leur donner, c'est pas très long, c'est une journée et demie, de les former pour comment accompagner le diagnostic, comment sensibiliser les gens à la prévention sans leur faire peur, de travailler sur leur neuromarketing. J'ai dit, pas très longtemps, j'étais à une conférence et j'ai rencontré le directeur de la fondation Lalla Selma et je lui dis, vous savez, le marketing du tabac est bien meilleur que le marketing de la prévention, puisque eux, ils vous vendent quelque chose pour vous tuer. Et vous offrez quelque chose pour sauver. Ça, c'est poignant comme comparaison. Et oui, mais finalement, beaucoup de gens, même si les procédures de dépistage existent, n'y vont pas parce qu'ils ont peur. Et par contre, acheter des cigarettes, on y arrive. Donc, je dis simplement qu'on devrait s'inspirer de ce marketing-là pour vendre les bonnes choses. C'est ça, c'est de ça qu'on parle, de cette technique de fear-based selling. C'est fini, on ne doit plus, pour moi, on doit la supprimer. Il y a tellement d'outils dont votre commission dont vous parlez aujourd'hui. La communication, effectivement, c'est très important. Crucial. Et surtout dans le domaine de la santé, de l'accompagnement, on ne peut pas venir et communiquer si on ne connaît pas les techniques, si on ne maîtrise pas les techniques de communication. Et donc, ce deuxième projet, j'ai intégré l'Institut NeuroHeal, qui est un institut de formation certifié, qui est basé initialement en France et qui est en train de s'installer au Maroc, que je vais co-diriger avec la partie marocaine. Je vais la co-diriger donc avec ce partenaire dont je vous parlais tout à l'heure, Anis Guerras, pour vraiment pouvoir proposer aux soignants des formations de haute qualité. On vient de terminer hier toute une formation sur l'hypnose thérapeutique et j'espère que dans les mois à venir, on pourra proposer à tous les oncologues du Maroc une formation sur la question de la psycho-oncologie, annoncer un diagnostic, prendre en charge la souffrance psychique des patients, accompagner les familles. Bravo. C'est les deux grands projets. Bravo. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Ce sont des projets dont on a besoin. Ce sont des projets qui ont réussi ailleurs. Tout à fait. Donc, si ça marche ailleurs, on se doit de les utiliser ici, chez nous. J'ai cru aussi comprendre qu'il y a un autre projet d'écriture. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est parti d'un constat. Pendant des années, j'ai réalisé que
j'arrivais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et de multiples techniques à enlever 60-70% de la souffrance de mes patients. Et il restait un truc. Bon, j'ai commencé à ce moment-là à voyager. Je suis parti, j'ai eu la chance d'être formé par un grand maître yogi en Inde. J'ai fait des pratiques de réflexologie plantaire, du massage médical thaïlandais. Et j'ai appris que finalement, peut-être, il y avait des dimensions que j'avais négligées. Et finalement, tout ce parcours, tout ce savoir, j'ai réalisé qu'il me permettait de franchir ces 30% restants, d'éviter des situations de récurrence. Donc j'ai essayé de compiler tout ce savoir sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle « Et si tout était déjà là ?», qui parle des 8 dimensions pour pouvoir avoir une guérison complète. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que c'est un ouvrage que vous allez pouvoir maintenant trouver, qui est disponible, qui m'a pris quand même plus de 4 ans à rédiger, et c'est la synthèse de tout savoir. Cet ouvrage, il est destiné, vous pourrez le voir, parce je l'ai écrit dans cette idée-là, aussi bien aux thérapeutes, avec des outils qu'ils pourraient eux-mêmes redéployer, mais aussi aux personnes qui se posent la question de comment retrouver un état d'équilibre complet. Très bien. Donc, c'est un ouvrage où tout est déjà là, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Et si tout était déjà là? Et si tout est déjà là, est-ce que tu peux t'adresser à notre communauté pour leur dire où ils peuvent le télécharger? Alors, vous pouvez le trouver effectivement sous forme de 2 versions, en version e-book. Pour l'instant, effectivement, j'ai décidé de le distribuer de la façon la plus simple en utilisant la plateforme Amazon. Et rapidement, vous pourrez trouver une version papier qui sera également distribuée et accessible. C'est vraiment un cadeau que je voulais faire. C'est-à-dire qu'avec cet ouvrage, j'ai décidé de ne pas gagner d'argent. Donc vraiment, c'est un cadeau, c'est des années et aussi c'est une transmission. Donc vous pouvez le trouver, le télécharger, le partager, l'offrir. Un ouvrage comme ça, c'est un compagnon, c'est un accompagnement c'est, je crois, une manière aussi, le premier pas vers un changement profond. Bravo. Parce qu'effectivement, tout est déjà là. À côté ou en nous. Tout à fait. Il suffit d'avoir les outils pour le voir, l'écouter, le ressentir et l'identifier. Et après passer à l'action. Tout à fait. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les thérapeutes qui vous disent « moi, je vais vous apporter les choses ». Pour moi, quand j'accompagne les gens, je leur dis « je vais juste vous aider à prendre conscience que vous avez les ressources, vous avez les compétences et vous avez même le savoir ». Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai invité. J'ai senti tout ça à travers votre compte Instagram et vos podcasts « Mieux dans sa tête, mieux dans sa vie ». Et en fait, j'ai compris que vous n'étiez pas du tout dans cette démarche de fear, de peur, etc., que je désapprouve totalement et que j'essaye aussi à ma façon de contrer. Et je voudrais témoigner de quelque chose aussi. Les podcasts que tu fais sont très apaisants. C'est sérieux, on parle de choses sérieuses, avec cette voix qui est très apaisante. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est ta voix ou tu la changes pour les podcasts? Non, un petit moment un peu léger, parce que moi je suis thérapeute du rire et voilà, ça rejoint ce dont tu parles, donc un peu de légèreté. Alors effectivement, je crois que c'est ma voix naturelle, mais pour moi c'était un moment, c'était pareil, c'était un cadeau que je veux faire aux gens. Et mon objectif, c'était ne pas transmettre une information anxiogène. Voilà. Il est évident que selon comment on parle, l'intensité de notre voix accompagne. Et donc, il y avait un travail sur la voix pour que justement, il y ait à la fois aussi une meilleure transmission du message. C'est-à-dire que si j'avais pris une voix plus aiguë, ce qui n'est pas ma voix, ça aurait été embêtant. Mais je crois que ça reste quand même ma voix. Donc, c'est lié un petit peu aux neurosciences, à toutes ces thérapies dont on parle, la voix, le choix des mots, la posture. Mais ça me parle, j'adore. Tu voulais me lancer un petit challenge tout à l'heure. Tu m'as parlé d'un challenge. Alors, j'ai essayé de le faire en pleine conscience. Et je pense que je le réécouterai, je l'écouterai et je vous le dirai par la suite. J'ai pris conscience pendant les dernières semaines, avec tout ce travail de communication que j'essaie d'effectuer, j'ai beaucoup observé. Je crois que c'est une grande source d'inspiration de ce que font les autres. Je dis tout le temps, moi, que si quelqu'un me copie, c'est ça veut dire que tu marches très bien. Exactement. Et donc, je me suis inspiré aussi de beaucoup d'autres travaux. Et en regardant tous ces interviews, ces échanges, j'ai réalisé à quel point les personnes ponctuaient leur discours par des et à l'instar effectivement de Georges Perec dans La disparition, où il a enlevé dans tout son ouvrage le E, je me suis dit, et si dans mes échanges, je pouvais enlever ce E, qui est le témoin d'un stress inconscient
et où on remplit nos échanges avec une forme de verbiage, puisque le E ne veut rien dire, et il crée un bruit. Et de plutôt accepter le silence, la respiration. Souvent en thérapie, je dis à mes patients, le silence est d'or, on doit le respecter pendant, je ne vous parle pas d'un silence de 35 minutes pendant une séance, mais 2-3 secondes, et donc d'accepter de faire ça. Et pendant tout notre échange, j'avais une petite voix qui me disait, on ne dit pas il n'y a pas de stress, et on reste aussi à ce moment-là dans un élément de neurosciences pour communiquer quelque chose de différent. C'est un excellent message qui me parle également, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission. Je peux témoigner également, parce que j'étais à l'écoute, on n'a pas fait de E. Alors moi, j'ai travaillé sur ça depuis des années et je travaille avec les personnes que j'accompagne en corporate également, des fois en individuel, sur le E. Effectivement, c'est un signe de stress, de volonté de trop bien faire. Des fois, ça rassure de remplir un blanc. Donc, c'est la gestion des blancs dans la prise de parole. Il vaut mieux accepter le silence, l'assumer. Et le silence parle beaucoup aussi. Tout à fait. Il dit beaucoup de choses. Bien sûr. Alors, on va passer à un moment. Si tu veux rajouter quelque chose ou passer un message avant ça, c'est un petit test, enfin psychologique, j'exagère un petit peu, c'est plus ludique. Je vais te poser des questions. Mais avant, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'il y a un seul truc que je voudrais rajouter. Mais c'est ton émission. Et je pense que tu l'apprécieras aussi. Je vous invite à ne pas avoir peur. Je vous invite à regarder au fond de vous, regarder autour de vous, à prendre soin de vous les uns les autres, à ouvrir la discussion, à inviter le partage. Vraiment, je crois qu'on peut tous ensemble s'élever et ne pas céder à ces fonctionnements qui parfois en fait ont des vocations commerciales. Reprenez le contrôle de vos vies. N'ayez pas peur. Merci pour ce magnifique et poignant message. Je suis vraiment fière de mes invités et je suis fière de moi parce que je les déniche. Je les déniche et il faut se célébrer, être fier. Bien il sûr. faut se le dire haut et fort. La gratitude envers soi-même. Oui, c'est ça. Et en fait, je voudrais juste dire quelque chose avant de passer au clap de fin, comme je l'appelle, un petit déclic au passage, sur une émission sur laquelle tu es passée récemment, chez Yasmine Kelouani, qu'on salue également au passage. Elle m'avait également invitée à son podcast Femmes d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la version homme. Oui. En fait, tu dis que tu aides l'humain à oser parler de ses émotions. Tout à fait. Et que tu aides aussi les hommes à parler de leurs émotions en particulier. Absolument. Alors pas en particulier, c'est-à-dire que j'ouvre à tout le monde, mais oui. Oui, ils ont- mais il y a un besoin. Tout à fait, le besoin est plus grand. J'avoue, les hommes sont plus en difficulté pour être capables d'exprimer leurs émotions. Au Maroc, mais ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, un de mes exercices, c'est aussi de permettre d'identifier que l'expression de nos émotions n'est pas opposée à la question de la virilité, à la question de la masculinité, et qu'au contraire, elle répond à un besoin. Et que c'est vrai, probablement, si on regarde à une autre époque, une époque lointaine, il y a des milliers d'années, ça avait une fonction de ne pas exprimer ses émotions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, la première personne que j'ai sensibilisée à cette question, pour moi, c'est une grande fierté, c'est mon père. Et effectivement, la première fois où je l'ai vu pleurer, j'avais eu un accident de voiture, et il me regarde et il me dit « Wadir, je t'aime ». Et là, je lui dis « Mais papa, je vais mourir ». Comme il ne m'avait jamais exprimé ses émotions, je ne l'avais jamais vu pleurer. Et effectivement, depuis, quand je le vois avec ses petits-enfants, même avec nous-mêmes, hein, je suis hyper fier de voir comment il a changé. Et j'invite effectivement mes patients, hommes, à pouvoir être dans cette prise de conscience. Très bien. Alors en fait, je l'ai noté, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que c'est effectivement quelque chose de très important. Je te félicite encore une fois de parler de ça. On est loin des stéréotypes à Déclic et mes invités ne sont pas non plus dans les stéréotypes, mais c'est un constat réel. On est différents, les hommes les hommes et femmes, dans notre façon de communiquer. Et puis, je te remercie aussi pour ce témoignage. En fait, pleurer, c'est aussi s'exprimer. Parler, c'est pas seulement le verbal, c'est aussi le non-verbal. Et les larmes sont là aussi pour qu'on s'exprime. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa, il n'est plus là, d'ailleurs, qui pleurait.
Et c'est lié à ce sujet, à cette parenthèse dont on parle. Il me disait, même les hommes ont droit de pleurer. Tu sais, il y a un proverbe marocain, malheureusement, et je travaille en ce moment avec un partenaire qui s'appelle Somarib, qui est un média franco-marocain, qui est très intéressé aussi par la question de la sensibilisation. Et on a trouvé des proverbes, un proverbe qui dit et c'est terrible, parce que cette injonction, elle fait qu'au final, ça se retourne contre nous. Mais Et bien je crois sûr. qu'au fond, il n'y a aucune problématique, il n'y a pas de honte. Et je crois que si on a des yeux et des larmes qui en coulent, c'est qu'elles doivent avoir un rôle, pas que pour Exactement. laver les yeux. Exactement. Et c'est bien de parler des proverbes marocains parce qu'il y a, à part les proverbes, moi j'ai beaucoup travaillé sur ça et puis comme tu sais, je fais des vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Je parle de ces stéréotypes. On dit aux petits garçons ne pleure pas comme les filles. Exactement. Voilà, c'est terrible. donc c'est vraiment que pour les femmes. Alors on va passer au clap de fin, à ce test si tu le veux bien. On est J'espère déjà. réussir. Alors c'est pas Je rigole, je rigole. c'est pas un examen. J'ai pas du tout senti le temps passer et je t'en remercie. Alors en fait c'est un test, c'est vraiment pour s'amuser où je vais te poser des questions. Si tu étais ou si tu n'étais pas, qu'est-ce que tu serais? Ok. Alors on va commencer par si tu n'étais pas un être humain, qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu aurais aimé être? Le vent. Ouah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Pourquoi? Parce que je trouve que cette légèreté, cette capacité à être ici et absent en même temps, elle est extraordinaire. C'est vrai, on le sent Quelle pas énergie. trop. Oui. Tu peux lever un monde entier et en même temps, tu peux avoir une forme de douceur et caresser un visage. Le vent, sous toutes ses formes. Puissant ou la brise, la petite brise légère. Très bien. Si tu étais un mot et un seul mot, Persévérance. persévérance. C'est beau. La persévérance. C'est plus puissant que le vent. Si tu étais une compétence, c'est un peu la même chose, on va dire. Non, Oui. mais je crois que ce serait l'écoute. C'est présent dans ton métier, dans ton quotidien. Mais plus que de parler, l'écoute. J'ai eu aussi un invité qui a choisi de parler de l'écoute. Un invité qui est comédien, acteur. Voilà, j'ai Adil adoré. qu'on salue, qui est un ami également. Il a parlé de la puissance et de l'importance de l'écoute. Alors, je vais te demander, si tu n'étais pas psycho-oncologue, psychiatre dans ce monde, est-ce que tu as un rêve qui est encore là ou quelque chose que tu fais qu'on ne connaît pas, que tu ne partages pas avec nous? Tout à fait. Tu peux nous en parler? Bien sûr. Avant de parler, j'ai dessiné. Et j'ai toujours peint dans ma vie, ce qui m'a apporté énormément de choses. J'ai eu l'occasion de faire des rencontres. Et plus jeune, j'ai eu l'occasion de faire des expositions à Paris, à Madrid, à Barcelone, une petite exposition aussi à New York et à Houston. Mais rapidement, j'ai mis ça un peu dans mon intimité. Et je crois que j'aimerais m'offrir, une fois que j'aurai pu suffisamment transmettre et former des gens, l'opportunité de reprendre un petit peu cette vie artistique de peintre. D'accord, on te le souhaite. Ma dernière question, imaginons maintenant que Wadir soit un pouvoir magique, que tu aies une baguette. Qu'est-ce que tu ferais? Je crois que j'aimerais que les gens s'aiment. C'est-à-dire, bien sûr, je pourrais dire, je voudrais plus qu'il y ait de faim dans le monde, je voudrais plus qu'il y ait de guerre, mais je crois que si les gens s'aimaient, tout ça, ça en découlerait. Juste les gens L'amour. s'aiment. Ouais. Généraliser l'amour. D'accord. Merci pour Merci ce à toi. beau message. Effectivement, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Je te laisse le mot de la fin avec cette caméra. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors oui, je crois que je te remercie déjà de cette invitation parce que c'est C'est un moi. vrai voyage en soi et que je crois même que cet échange avec toi crée un déclic en moi sur la capacité peut-être dormante qui reste. Et je vous invite effectivement à continuer à interagir sur les réseaux, à communiquer avec
tout contenu que je vous propose, je le fais pour vous et je suis prêt à changer. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont adressé des messages. Et encore aujourd'hui, j'adapte et je vous invite à suivre les réseaux pendant le Ramadan, puisque j'ai une surprise où je vais vous présenter des personnes de ma famille que je considère comme des vrais sages. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir, ça va être une série qui va être très familiale et en même temps poignante. Très bien. Ah, alors, on attend ça avec impatience. Encore merci Wadi, j'ai été ravie de te recevoir, de te rencontrer. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ces messages inspirants, poignants. J'ai senti que tu t'étais livré. Il y a eu un mélange de bonheur, d'émotion, et je trouve ça très beau. Et surtout, j'ai senti beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Je te remercie, Sophie. À bientôt. Chère communauté, à bientôt pour un nouvel épisode de Déclic. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.